Bonjour, on va donc voir ici la troisième application de la méthode de Gauss au calcul du champ électrique. On l'a déjà vu avec la sphère, avec le cylindre, et on va le faire maintenant avec le plan. Le plan qu'on voit ici illustré comme une plaque, en fait, il va s'agir réellement d'une plaque qui a une certaine épaisseur, qui a certaines dimensions, on verra ça tout à l'heure, et qui est chargée uniformément ici avec une densité volumique de charge ρ. Donc cet objet est chargé, il contient plein de charges électriques, et donc effectivement il génère un champ. Si je prends un point de l'espace ici que j'appelle X, eh bien en ce point il y a bien un champ électrique qui existe, qui va dépendre de la position de ce point, forcément, c'est ce qui est indiqué ici. Donc voilà, le but ici est d'utiliser la loi de Gauss pour calculer le champ généré par cette plaque. Donc voilà, pour ça je vais mettre la plaque bien droite comme ceci, j'écris ici la loi de Gauss qu'on va donc exploiter pour calculer le champ électrique. Alors, voilà, si je prends un point particulier ici qui est situé au droit du milieu de la plaque, on va supposer que la plaque ici est un carré, je prends le milieu du carré, je m'éloigne ici perpendiculairement au plan, j'ai un point. Ici je suis dans une situation parfaitement symétrique, j'ai autant de charges ici en haut qu'en bas, à gauche qu'à droite. Je vais donc générer ici un champ qui sera parfaitement horizontal, qui sera perpendiculaire à la plaque plus précisément. Mais il est clair que c'est seulement ce point-là que j'aurai une telle symétrie, enfin en tous les points qui sont ici juste situés au droit du milieu de la plaque. Si je considère d'autres points, le champ va avoir toutes sortes de directions, c'est normal, ici les charges viennent d'ici d'en bas à gauche de ce point, c'est donc normal que le champ s'en aille vers le haut à droite. Ici au-dessus, bien sûr, le champ va être vertical vers le haut, puisque toutes les charges sont en bas, ça t'as bien compris. On voit bien que la symétrie du champ est loin d'être évidente, et donc on voit qu'on va avoir un problème pour définir la surface de Gauss, parce qu'on sait bien que la méthode de Gauss exige que l'on puisse retirer le champ électrique ici de cette intégrale. Il faut donc qu'il soit constant sur la surface sur laquelle on intègre. Et donc voilà, on se retrouve avec le même problème que celui qu'on avait rencontré avec le cylindre. Il va falloir un petit peu discuter les choses et on va devoir adopter une démarche dans le cadre d'une certaine approximation avec des hypothèses de travail. C'est ça qu'on va donc faire maintenant. On va essayer de voir comment on peut identifier une surface qui va nous permettre de calculer le champ dans certaines régions de l'espace, dans l'environnement de cette plaque. Alors voilà, pour ça je vais commencer par considérer un point qui est proche du plan. Voilà, je me suis bien rapproché du plan ici. Je suis toujours ici au niveau du milieu, la petite ligne pointillée ici, pointe ici sur le centre de cette plaque. Donc je suis toujours en situation parfaitement symétrique. Voilà, je vais considérer deux charges du plan qui sont diamétralement opposées ici par rapport au centre de cette plaque. Donc j'isole ici une des petites plaques qui constitue ici la distribution de charge de la plaque, et ici la même charge. Donc ces deux charges sont diamétralement opposées, elles vont contribuer au champ au point X ici, bien sûr. Alors la distance ici elle est relativement grande, et donc le champ sera relativement petit. De même ici, j'ai la même distance avec le même champ en module, en tout cas aussi petit. Alors ces champs se combinent, comme tu le vois, avec des angles assez importants, puisque je me suis mis proche ici de la plaque, et les angles qu'on a ici sont importants, et donc la somme vectorielle de ces deux petits vecteurs va donner quelque chose de tout petit. Ça veut dire que ces charges-ci contribuent peu au champ électrique en ce point X ici. Par contre, si maintenant je prends une paire de charges beaucoup plus proches, je vais d'abord prendre la première ici, cette première charge génère le champ qui est représenté ici, il est beaucoup plus grand en module, bien sûr, puisque la distance maintenant est toute petite. N'oublie pas que le champ électrique diminue en 1 sur R carré. R ici est bien plus grand que la distance de la charge au point de calcul est bien plus grande qu'ici. Il est donc normal que le champ ici soit plus grand, je suis plus proche de la charge. Même chose pour la charge diamétralement opposée ici, ce sera le champ de même module que celui-ci, avec cette fois-ci des angles en plus qui sont petits. Et donc la combinaison, la somme vectorielle, la combinaison de ces deux vecteurs, va me donner un champ très important. Beaucoup plus important que le petit champ que j'avais ici, qui était dû à ces deux charges-là. Et je pourrais dire, selon le degré de précision que je veux dans le calcul du champ, je pourrais dire que ces charges-là
eh bien, ils jouent un rôle négligeable. Et donc je peux les supprimer sans que la valeur du champ ici ne change considérablement, ne change significativement. Et on va voir comme ça se dégager la notion de zone d'influence du champ ici. On comprend bien qu'il n'y a que les charges qui sont proches ici du point de calcul qui vont contribuer au champ. Ah, c'est ce que je vais montrer maintenant. Voilà, ce ne sont que les charges qui sont mises ici en vert plus foncé qui contribuent significativement au champ qui est ici. Hein, les charges qui sont ici éloignées ne contribuent que pour très peu. Et c'est dans cette approximation-là que je vais travailler. Je vais dire que je vais donc travailler dans un cadre approximatif. Je vais dire que je ne considère que la zone d'influence ici proche du point milieu de la plaque. Mais puisqu'il n'y a que ces charges-là qui comptent, on est bien d'accord que je peux me balader ici maintenant, avec mon point X ici, le point ici qui est au droit du point X, hein, la projection perpendiculaire de X sur le plan, je pourrais la promener. Si la zone d'influence ici ne sort pas de la plaque, entre guillemets, ben je n'aurai pas de problème, il n'y a aucune raison que le champ ne change, puisqu'il n'y a que ces charges-là qui contribuent au champ. Et tu comprends comme ça hein, que je peux anticiper ici l'existence d'une zone plus ou moins grande dans laquelle le champ va rester identique. J'aurai ici un champ qui va être uniforme. Hein, si je conserve la distance que j'ai ici, si je me balade comme ceci, hein, vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas, j'aurai toujours à peu près le même champ. Ok, alors ceci n'est vrai que si je suis proche de la plaque. Si je suis maintenant plus loin de la plaque, tu vas voir que ça ne fonctionne plus. Hein, pourquoi? Parce que maintenant je prends mes deux charges éloignées l'une de l'autre ici sur la plaque. Elles contribuent pour des petits champs, bien entendu. La distance R ici est grande, donc le champ est petit pour les deux. Donc ces deux champs-là vont créer un autre horizontal qui ne sera pas très grand. Mais la différence ne sera pas très grande avec les deux charges qui sont ici, parce que la distance aussi, ici, elle est grande. Il y a très peu de différence entre les distances qui sont là et les deux distances qui sont là. D'accord? Donc on voit que cette paire de charges éloignées contribue à peu près de la même manière que ces deux paires de charges beaucoup plus proches. Tout à l'heure, quand j'étais proche avec le point X ici, quand j'étais tout proche du plan, ça faisait une grosse différence. Ici, pas. Et donc voilà, j'ai 4 contributions ici qui sont dues aux 4 charges que j'ai isolées ici dans la plaque. Ces 4 champs vont se combiner pour donner un petit champ horizontal. Voilà. Mais ce qui est important de voir, c'est que maintenant la zone d'influence, elle est grande. Cette charge-là compte autant que celle-là. On pourrait le dire comme ça. Chacun de ces 4 champs est à peu près effectivement équivalent en termes de modules. Et d'angles aussi, d'ailleurs, hein, tous les angles sont relativement petits. On ne retrouve plus ces grands angles qu'on avait tout à l'heure qui permettaient d'avoir une somme vectorielle toute petite. Voilà. Tout ça pour dire qu'on est dans une situation bien différente maintenant. Maintenant, si je m'éloigne ici, si je monte avec le point X, comme je le faisais tout à l'heure, on voit que la charge qui est ici, cette zone d'influence est beaucoup plus grande, et la charge qui fait partie de la zone d'influence, au même titre que les autres, eh bien, elle va sortir tout simplement de la plaque. Donc en réalité, cette charge-là n'existe pas. Donc la contribution qui est vers le bas ici n'existe pas. Je dois retirer ce 4e petit vecteur qui est vers le bas ici, puisque la charge n'existe plus. Alors il n'y a plus la plaque là, hein, d'accord? Donc voilà, je vais la supprimer. Le petit vecteur est supprimé aussi. Et on voit maintenant que les petits vecteurs vont se sommer pour donner un vecteur qui sera légèrement incliné vers le haut. Hein, c'est ce que je vais montrer maintenant. Et on voit donc que le champ n'est plus uniforme. Le champ ici était horizontal, là il ne l'est plus. Voilà, donc on voit que cette idée de champ uniforme, on ne la retrouve ici que près de la plaque. Ici on a un champ qui est non uniforme, il ne sera uniforme que dans une toute petite région qui sera sans intérêt. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on va travailler. Dans le cadre de la méthode de Gauss, ici on va travailler près de la plaque, c'est là que la méthode de Gauss va pouvoir être exploitée. Voilà, je reprends donc le raisonnement. En un point X proche de la plaque, j'ai une zone d'influence ici qui est petite par rapport aux dimensions de la plaque. Alors on va spécifier ça un petit peu plus dans quelques secondes, mais je reprends le raisonnement. On est bien d'accord que si ce sont ces charges-là qui sont marquées en vert foncé ici, qui contribuent au champ, tant que je peux bouger avec X ici, tant que cette zone
ne quittent pas la plaque, ben, ce sont toujours la même quantité de charge, la même configuration de charge qui va donner le même champ, donc au point X, qui va se balader ici de haut en bas, de gauche à droite. Je vais maintenant descendre avec X et répéter ici, bien marqué que le champ est le même en tous ces points que je marque ici avec un nouveau champ. Et j'ai donc dégagé ici une zone dans laquelle le champ est plus ou moins uniforme. Je répète, hein, c'est plus ou moins, tout dépendra du degré d'approximation que tu acceptes dans ton calcul. Très difficile à chiffrer, bien entendu, hein. Quand on utilise la méthode de Gauss, on accepte cette idée de travailler dans le cadre d'une approximation. Pour chiffrer cette approximation, c'est une toute autre affaire, hein. On fait ici de la physique en réalité plus qualitative que quantitative. Voilà, alors on va, si je continue à monter avec le point X, ben, clairement, hein, j'aurai maintenant une différence. Hein. Si je suis ici par exemple, ben, tu vois que toutes les charges elles sont situées ici en bas à gauche, et donc le champ va monter en haut à droite, hein, c'est une évidence, même chose pour là. Donc on a bien qu'une zone précise de champ uniforme. Voilà. Ce que je vais représenter ici, hein, toute la discussion que je viens de faire ici avec toi, ben, elle nous indique tout simplement que les lignes de champ électriques générées par une plaque ben, ressemblent un petit peu à ceci. Voilà, quand on s'éloigne de la plaque, ben, les lignes de champ finissent par diverger, comme on l'a représenté ici. Mais quand on est ici dans une zone que je vais maintenant mettre en rosé ici, dans cette zone-là, eh bien, on peut estimer que le champ est partout horizontal. Et c'est bien ça, c'est cette zone-là dans laquelle je peux appliquer la méthode de Gauss. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai un champ qui est partout horizontal et je pourrais très facilement trouver une surface sur laquelle ce champ est le même partout et en plus est perpendiculaire à la surface de manière à pouvoir effectuer ce produit scalaire. Hein, tu as compris la démarche, c'est ça. On va donc calculer le champ de la plaque chargée uniformément, en charge électrique donc, mais uniquement dans la zone qui est ici, proche du centre de la plaque et pas trop loin de la plaque, tu l'as compris. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire, on va se mettre ici, hein, dans un certain cadre ici, c'est à l'intérieur de ce cadre qu'on va calculer le champ électrique, parce qu'on estime qu'à l'intérieur de ce cadre, eh bien, on est dans les conditions ici d'uniformité du champ. Voilà, ceci étant dit, donc voilà, on va quand même un petit peu spécifier les choses. Hein. Je vais dire donc que la distance x ici n'est pas trop grande. Hein, la distance x, tu dois la voir tout simplement comme étant l'abscisse hein, ici d'un système de coordonnées à 3 dimensions. Pour se repérer dans l'espace, ben, on utilise un repère cartésien x, y, z. Et on va prendre pour l'axe x, ben, l'axe qui est perpendiculaire au plan tout simplement, y et z étant des axes qui sont dans le plan de la plaque. Donc voilà, tout ça pour dire ce que c'est que ce x, et bien sûr, il faut s'attendre, hein, on n'a pas d'a priori sur la valeur du champ, il faut s'attendre à ce que le champ dépende de cette distance x. Alors fais attention, hein, x sans le vecteur, ce n'est plus le vecteur x, hein, c'est juste la coordonnée x du point auquel je considère le champ. Je suppose qu'il n'y aura pas de variation en y et en z. Hein. C'est bien ça que ça veut dire, c'est ce que j'ai établi. On a bien une zone ici dans laquelle on peut s'attendre à ce que le champ soit constant, soit le même partout. Et donc il ne dépendra que éventuellement de x. Je dis bien éventuellement, on verra ça tout à l'heure. Voilà, ceci étant dit, donc voilà, maintenant je vais pouvoir un petit peu dire ce que je veux dire quand je dis que je prends une valeur petite de x. Hein. Pour ça, je vais introduire les dimensions de la plaque. Je vais supposer qu'on a une plaque carrée hein, de largeur L, de hauteur L ici, et donc je pourrais dire que x est tout simplement beaucoup plus petit que L. Ça, c'est le cadre de l'approximation, hein, ça veut dire que c'est l'hypothèse de travail. On va appliquer la méthode de Gauss dans une hypothèse de travail qui est de dire je vais calculer le champ électrique à une distance du plan qui est beaucoup plus petite que les dimensions du plan lui-même, de la plaque elle-même. Voilà, je peux bien sûr introduire l'épaisseur de la plaque, c'est un paramètre bien sûr de la plaque, hein, c'est clair, il faut le mettre ici, et ce E, puisqu'il s'agit d'une plaque, ben, je vais forcément le considérer comme beaucoup plus petit que L. L'épaisseur de la plaque est plus petite que sa hauteur et sa largeur. Sinon, ça ne serait pas une plaque, hein, simplement, d'accord? Donc voilà, on va considérer ceci, ce sont les hypothèses de travail, et sur cette base-là, ben, on va pouvoir avancer, bien sûr.
Voilà, je vais maintenant aborder ce problème du calcul du champ électrique. Alors, pour ça, je vais introduire la surface de Gauss. La surface de Gauss, elle s'impose ici. Hein. J'ai choisi tout simplement un cylindre. Un cylindre, ça paraît curieux si on pense à une plaque. Hein. Le cylindre, on l'avait déjà choisi pour le champ électrique émis par un cylindre précisément. Mais c'est clairement un cylindre qui s'impose, puisqu'il me faut une surface ici dans laquelle le champ électrique passe au travers de manière à avoir un flux. Que ce flux soit simple d'expression au niveau mathématique est une évidence. Hein. Il me faut que le champ électrique ici soit perpendiculaire à la surface, de manière à pouvoir annuler ce produit scalaire, le faire disparaître. Et bien sûr, j'ai ici une surface transverse sur laquelle le champ est parallèle et pour laquelle je n'aurai pas de flux. On voit bien que ce cylindre conviendra bien. On a une situation qui est tout à fait analogue à celle qu'on avait avec le calcul du champ du cylindre proprement dit. On se rappelle que pour calculer le champ de ce petit cylindre ici, eh bien on a utilisé une surface de Gauss cylindrique. À part que, il y a une grosse différence, c'est qu'ici le champ passait au travers de la surface latérale du cylindre et qu'au travers des bases du cylindre, rien ne passait puisque le champ était perpendiculaire au vecteur de surface là. Le vecteur champ est parallèle à la surface et donc perpendiculaire à ds. Voilà, ici c'est le contraire. Le champ passe au travers des bases du cylindre, et il est rasant ici à la surface latérale. Il ne passe pas au travers des surfaces latérales. J'ai donc bien un flux nul. Voilà, donc tu as compris, je vais tout simplement utiliser ce cylindre et je vais donc décomposer cette surface fermée, c'est bien une surface fermée, ce cylindre, en les deux surfaces de base, tu vois que j'ai mis un pluriel ici, et la surface latérale du cylindre, c'est la surface qui fait tout le tour ici. Tu remarqueras que cette surface englobe une certaine quantité de charge, puisqu'elle intercepte ici une partie de la plaque. Et donc on aura bien ici un deuxième membre, une valeur non nulle pour ce deuxième membre de la loi de Gauss. Mais voilà, occupons-nous maintenant du flux. Voilà, je peux faire apparaître ici, bien sûr, les vecteurs de surface, pour que tout soit clair. Le vecteur de surface ds pour la surface de base ici, il est parallèle au champ électrique. Et donc le produit scalaire sera très simple. Il me suffit ici d'enlever les flèches, puisque le produit scalaire devient le produit des modules de ces deux vecteurs. C'est donc très simple pour la base ici. Pour la surface latérale, je représente ici un des vecteurs de surface de la surface latérale. Je peux représenter le champ électrique en ce point. Tu vois bien que ces deux vecteurs sont perpendiculaires. Le champ, ici, est parallèle à la surface latérale. Il est donc perpendiculaire à son vecteur de surface. Et donc, je vois bien que cette intégrale-là sera rigoureusement nulle. Le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires est nul. Et donc je peux oublier cette surface latérale. C'est le contraire de ce qu'on avait ici. Ici, on a pris la surface latérale et on a oublié les surfaces de base. Mais voilà. Donc, les surfaces de base, comme tu vois ici, j'ai mis un pluriel, il y en a bien deux. C'est une surface fermée qu'il me faut. Donc je dois bien considérer, pour le cylindre ici, un couvercle là et un couvercle là. Et bien sûr, ce couvercle-là va aussi capter un certain flux. Il faut en tenir compte. Il est clair que si j'ai un champ qui est émis ici vers la droite, j'aurai aussi un champ qui est émis vers la gauche. Il n'y a aucune raison. La plaque ici est parfaitement symétrique. Il en sera de même de son champ. Donc voilà, c'est ce que je représente ici. J'ai le champ ici qui va jouer un rôle puisqu'il passe au travers de la surface de base. Ici, la deuxième surface de base. Bon, alors ici, on ne voit plus grand-chose dans cette perspective. Je vais ici mettre un observateur et on va essayer de reconstruire l'image que voit cet observateur. Alors le chien ici regarde la plaque de profil. Il ne voit donc plus cette perspective. Voilà, il voit la plaque comme ceci, une plaque chargée, qui a une certaine épaisseur, qui a une certaine hauteur. Voilà, l'épaisseur, la hauteur. Et voilà, on a l'axe X qui est donc représenté ici, et on s'intéresse au champ, à cette distance X du plan, c'est le champ E, vecteur de X, ici. Voilà, donc ça c'est la situation qu'on a représentée ici. Je vais maintenant représenter bien sûr le cylindre de Gauss, la surface de Gauss, la voici, je l'appelle S comme d'habitude. Et je la choisis de manière particulière, bien sûr, je ne m'arrête pas n'importe où ici, à gauche
du plan, hein, tu vas comprendre pourquoi. Je me mets ici en moins x, alors qu'ici j'étais en x. Ça veut dire que je me mets exactement la même distance du 0 ici, mais de l'autre côté. Alors j'attire ton attention sur le fait que le 0 se trouve au milieu ici de l'épaisseur de la plaque. Hein, c'est important, on a un 0 ici hein, qui marque bien l'axe de symétrie hein, de cette plaque. Donc voilà, si je suis en x ici, ben, j'ai un certain champ. En moins x ici, ben, je m'attends forcément à obtenir le même champ. Alors c'est E de moins x, on est bien d'accord, mais ce champ E de moins x, ben, en module, en tout cas, il sera le même que le champ que j'ai ici, tout simplement par symétrie. Hein, quand on travaille avec la méthode de Gauss, on envisage toujours la symétrie du problème. La symétrie du problème est toujours extrêmement précieuse pour simplifier les choses. Effectivement, hein, si je ne pouvais pas profiter de cette symétrie, si je m'étais mis par exemple ici une distance quelconque, une distance avec un x négatif quelconque, ben, j'aurais eu ici un champ qui ne serait pas le même que là, et donc mes deux surfaces de base, ici, hein, j'en ai bien deux, j'ai mis au pluriel, m'auraient donné des flux différents, et donc j'aurais eu deux inconnus hein, pour une seule équation, et j'aurais pas pu résoudre le problème. Hein, donc essayez d'être bien conscient de ça, on doit profiter des symétries quand on exploite la méthode de Gauss. Et donc je choisis bien x d'un côté, moins x de l'autre, de manière à pouvoir profiter du fait que je connais donc ce champ à partir du moment où je connais celui-là. Je vais l'appeler E de x, celui-ci, c'est encore une inconnue bien sûr, hein, mais voilà, E de x va être connu. Et ici, j'ai aussi ce même E de x. Et donc maintenant, l'expression du flux au travers des bases, hein, voilà les surfaces de base que je mets en évidence, ben, elles seront identiques. Le flux qui passe au travers de cette base-là, c'est forcément le flux qui passe au travers de cette base-là. Et donc je peux supprimer ici le petit s, hein, le pluriel va être remplacé par un facteur 2, tout simplement. Ce qui se passe au travers des deux bases, eh bien, c'est deux fois ce qui passe au travers d'une seule base, hein, tu l'as compris. Je vais considérer donc toujours la base de droite ici, sachant que ce qui se passe à gauche est exactement la même chose, ce qui me permet de le traduire ici avec ce facteur 2. Voilà, on progresse. Maintenant, je vais bien sûr encore bien indiquer le fait que, a priori, le champ dépend de la distance à laquelle on se trouve de la plaque. Hein, rappelle-toi, on sait bien que si on est très proche de charge électrique, ben, en principe, le champ augmente. Si on en est très loin, le champ diminue. Donc voilà, je vais le mettre, hein, je vais bien dire que c'est E de x qu'on a ici. Voilà, alors une fois que c'est fait, c'est simple, hein, parce que ben, je sais que x ici ne varie pas sur toute la surface de base. Hein, la surface de base, elle est bien parallèle à la plaque. Hein, elle est bien perpendiculaire à l'axe x. X ne varie pas sur toute la surface de base, et donc je peux bien dire que E ne varie pas sur toute la surface de base. Et donc je peux le sortir forcément de l'intégrale. C'était le but, hein, c'est toujours la même chose. Quand on travaille avec la méthode de Gauss, c'est ce qu'on fait. Voilà, donc je peux sortir le champ de l'intégrale. Il va me rester donc juste l'intégrale des ds, et ça forcément, c'est la surface de base elle-même, S base que je reprends ici. 2 fois EX fois la surface de base, c'est le résultat qu'on a pour l'intégrale de flux du champ électrique sur la surface de Gauss, la surface fermée de Gauss, avec le facteur 2 qui est très important, puisqu'on a bien deux couvercles ici qui captent le même flux. Voilà. Maintenant, je dois m'occuper bien sûr du deuxième membre ici, c'est la charge intérieure. Hein, la charge intérieure, ben, on va regarder quelle est la charge intérieure à cette configuration de charge, à cette surface de Gauss, hein, c'est plutôt comme ça que je devrais le dire. La charge intérieure à cette surface de Gauss, ben, je la vois, elle apparaît là devant moi, je n'ai pas besoin de calculer d'intégrale forcément, hein, c'est toujours la même chose. Cette expression semble bien compliquée, mais on sait ce qu'elle veut dire. C'est la charge intérieure à la surface de Gauss. La surface de Gauss, elle se limite ici, elle se limite là et là, mais là je sais que j'ai le vide, là j'ai le vide, les charges ne sont que là. Et donc voilà, je peux les mettre en évidence. Alors ça va occuper un certain volume, qui sera l'épaisseur fois la surface de base, E fois la surface de base. C'est bien le volume occupé par les charges intérieures à la surface de Gauss. Et donc c'est tout simple, il me suffira de multiplier ceci par ρ, la charge, la densité volumique de charge qui occupe toute la plaque de façon uniforme, et donc je sais qu'ici j'ai une charge totale qui sera ρ fois E fois S base, ρ fois E fois S base. Voilà, et maintenant il me suffit de diviser ça par epsilon 0 pour avoir le deuxième membre de la loi de Gauss. Et j'ai quasiment fini maintenant, il me suffit de simplifier la surface de base, de mettre le 2 de ce côté-ci, de façon à dégager tout simplement le E de x qui est ici, qui est bien le champ que je voulais. Voilà,
on constate une première chose, hein, c'est que le champ ne dépend que de ρ et de E, ne dépend pas des dimensions de la plaque. C'est déjà une première observation intéressante. Mais plus intéressant encore, bien sûr, c'est le fait que le champ ne dépend pas de x. On ne voit pas apparaître x ici. Il n'y a aucune information sur la position par rapport à laquelle on est ici, la distance par rapport à laquelle on se trouve, de la plaque. Donc voilà, ceci est un constat intéressant, bien entendu. Hein, quelle que soit la valeur de x, on se trouve avec un champ qui est tout à fait identique. Donc voilà, le champ est uniforme. Et ça, ben oui, c'est une surprise, hein, c'est un peu une surprise parce qu'on a l'habitude de dire que quand on se rapproche des charges, le champ augmente, il augmente en 1 sur r carré. Mais ça, bien sûr, ce n'est valable que pour la charge ponctuelle. Hein, rappelle-toi, le champ en 1 sur r carré, c'est ce qu'on appelle le champ coulombien. Et le champ coulombien, ce n'est le champ que pour une charge ponctuelle. La charge ponctuelle qui est représentée ici Q, qu'on retrouve donc au numérateur. Donc voilà, il faut s'habituer à ça. Hein, le champ ne varie pas toujours en 1 sur r carré. On l'avait déjà vu pour le fil rectiligne infini. On avait vu que le champ était en 1 sur r. Et ici, le champ, il est en rien du tout. Il ne varie pas. Il est uniforme. Alors ça, on peut se l'expliquer intuitivement. Hein, au départ, on a du mal à accepter ça. On se dit, est-ce que la loi de Gauss est vraiment bonne? Est-ce qu'elle est vraiment valable? Mais oui, hein, tu dois te persuader de ça, bien sûr, puisque ici, regarde, tu as un champ électrique que tu peux très bien visualiser avec l'analogie au flux de particules. Cette charge, c'est une source de particules qui s'en vont dans l'espace. Tu vois bien que ces particules, en suivant ici le champ, elles se dispersent dans l'espace. La densité de particules diminue, hein, plus on s'éloigne. Et elle diminue exactement 1 sur r carré. Hein. Ce sont des choses qu'on a déjà bien étudiées. Ici, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui se diluerait? Si je représente les particules qui correspondent ici à un flux horizontal idéal, comme celui qu'on a trouvé, hein, le champ ne varie pas. Voilà, tout simplement, c'est parce que le champ a des lignes de champ ici horizontales. Et les particules ici, elles ont une certaine densité. Cette densité sera la même, forcément, quelle que soit la distance. Dans le cadre de notre hypothèse, bien sûr, hein, parce qu'on sait très bien que ceci n'est valable que quand on est proche de la plaque. Si on est plus loin, ce n'est plus vrai. Les lignes de champ divergent, et là, on va retrouver une dépendance plus compliquée, hein, de type 1 sur r carré. Si on va très très loin de la plaque, elle va apparaître toute petite comme une charge, et on aura bien du 1 sur r carré. Ici, on aura bien une dépendance en x, y et z. Quand je vais monter en z, quand je vais me déplacer en y, je vais avoir des champs qui seront différents du champ que j'avais au départ. Et donc on a un champ qui est en réalité complexe. Ce résultat-ci n'est valable que quand on est près de la plaque et suffisamment proche du centre. On ne peut pas aller trop près des bords. Voilà, ceci est important, hein, c'est un résultat essentiel. Si maintenant on voulait éviter ça, hein, si on voulait vraiment un beau résultat avec un champ qui soit vraiment uniforme partout, il faudrait que x soit beaucoup plus petit que L, quel que soit x. Ça veut dire qu'il faudrait que L soit infini. Si ma plaque ici part à l'infini, horizontalement et verticalement, à ce moment-là, je peux aller où je veux avec x. X sera toujours beaucoup plus petit que L si L est infini. Hein, c'est ce que je vais marquer ici. L va à l'infini, hein, ça continue, c'est que les pointillés là. Et à ce moment-là, j'ai un champ qui est bien uniforme. Partout, j'aurai bien le champ. Quel que soit x, j'aurai bien le même champ, parce que tous les champs ici sont identiques. Ils sont tous horizontaux, et donc les particules, hein, dans l'analogie au flux de particules ici, toutes les particules s'en vont, elles ne changent jamais, elles ne modifient jamais leur densité. Voilà, hein, tout ça pour te persuader, hein, pour te convaincre que ce résultat-ci est bien conforme à l'idée, à la physique, hein, qu'on peut se faire du champ d'une plaque uniformément chargée. Donc voilà, revenons à des dimensions plus représentables, hein, une dimension finie pour la plaque ici, avec toujours son épaisseur E. Voilà, je vais changer un petit peu l'expression qu'on a ici. On a déjà fait ça avec le cylindre et avec la sphère. On a déjà cherché à exprimer le champ en fonction de la charge plutôt que de ρ ici. Alors voilà, Q, hein, la charge portée par cette plaque, qu'est-ce que ça va être? Ça va être ρ fois le volume de la plaque. Le volume de la plaque, je vais le faire apparaître à partir de la surface. La surface de cette plaque, c'est L carré, L fois L.
Si je multiplie cette surface par E, l'épaisseur, ben j'ai bien son volume. E fois S, c'est bien le volume. Et donc Q, c'est bien ρ fois E fois S. La charge volumique fois le volume. Ok. Voilà. Hein, et donc, je vois que le produit ρ fois E ici, ben je le retrouve ici. Je vois qu'il s'agit en fait de la charge divisée par la surface. C'est la quantité de charge par unité de surface qu'on a dans la plaque. Essayez d'imaginer, cette plaque possède un certain nombre de charges électriques. Elle a une certaine surface. Tu prends le nombre de charges électriques Q divisé par cette surface S et tu obtiens ce qu'on appelle la densité surfacique de charge Q sur S. Et on voit que ce n'est rien d'autre que le produit ρ fois E qui apparaît là. Et ça, on va l'appeler sigma. Sigma, pourquoi? Parce que sigma, c'est la lettre S en grec, hein, c'est l'équivalent de la lettre S. Et le S est là pour surface. Hein, c'est tout simplement parce que c'est la densité de charge électrique surfacique, hein, par unité de surface. Q sur S, des coulombs par mètre carré. À propos des dimensions, c'est intéressant de le vérifier ici. Hein, j'ai bien des coulombs par mètre cube pour ρ, fois des mètres. Coulomb par mètre cube fois des mètres, c'est bien des coulombs par mètre carré. C'est bien les unités, hein, de la densité surfacique de charge, et non plus volumique. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est comme ça qu'on va caractériser maintenant une plaque. On ne va pas la caractériser avec sa densité volumique de charge. On va la caractériser avec la quantité de charge qu'elle porte par unité de surface, sigma. Et donc je vais le faire, ρ fois E, c'est sigma. Voilà, et je vais caractériser la plaque avec ce sigma, de même que cette plaque-là. Voilà, et là on a un résultat qui est beaucoup plus simple maintenant, hein, puisqu'on voit que le champ ne dépend que de cette densité surfacique de charge, avec la constante universelle, ici epsilon 0. Et donc, quelle que soit l'épaisseur de la plaque, ben, le champ sera le même. Hein, le champ, en gros, ne dépend que de la densité surfacique de charge. Le E ici peut changer, ça ne change rien. Tant que sigma est le même, le champ sera le même. Toutes les plaques qui portent la même densité surfacique de charge génèrent le même champ. Hein, c'est ça que ça veut dire. Voilà, je peux aller comme ça jusqu'à E égale à 0. Je fais tendre l'épaisseur vers 0 et j'obtiens comme ça un objet physique qui devient idéalisé, hein, comme on le fait souvent en physique. C'est très souvent comme ça qu'on va traiter les plaques. Dans les systèmes électriques dans lesquels il y a des plaques, comme les condensateurs par exemple, eh bien, on considérera très souvent que l'épaisseur est nulle. Et on a comme ça un objet physique idéalisé qu'on va appeler le plan uniformément chargé d'épaisseur donc nulle. Ou le plan infiniment mince, uniformément chargé. On rajoutera souvent d'extension infinie hein, quand on veut vraiment utiliser cette expression à la lettre en disant qu'il s'agit du champ vraiment généré par cet objet. Et pas seulement proche de cet objet, mais partout. Voilà, on a un objet idéalisé ici avec une expression du champ qui est toute simple, hein, qui est sigma sur 2 epsilon 0. Tu vois que j'ai mis le caractère vectoriel maintenant, avec un 1 perpendiculaire ici. C'est le vecteur unitaire perpendiculaire au plan, qui se dirige toujours comme s'éloignant du plan, puisque si je suis ici à gauche du plan, ben, ça va être par là ce 1 perpendiculaire. Voilà, c'est l'expression de cet objet idéalisé qu'on va appeler donc le plan d'extension infinie et infiniment mince, et de densité de surface sigma. Voilà, donc ce résultat-ci est important. Hein, les plaques dans les systèmes électriques, on en rencontre souvent, notamment dans les condensateurs, on aura l'occasion de le voir. Voilà, c'est un résultat aussi important que le résultat qu'on avait ici pour la charge ponctuelle, qui était aussi un objet idéalisé, hein, un petit point ici, sans volume, qui contient une charge Q, va générer ce champ-là. C'est la même chose qu'on avait fait pour le fil rectiligne infini, infiniment mince aussi, quand on a traité le problème du cylindre. Avec une densité linéique de charge lambda ici, on obtenait un champ qui était en lambda sur 2pi epsilon 0 r. Voilà, donc tous ces champs-là, ben, ce sont des champs auxquels tu vas devoir te familiariser. Voilà, c'est 3 champs maintenant hein, qu'il va falloir que tu retiennes un petit peu. Hein, c'est un champ à connaître. Il faut connaître le champ du plan uniformément chargé d'extension infinie et infiniment mince. Mais voilà, on va revenir maintenant à une plaque plus réaliste qui a une certaine épaisseur. On va revenir dans le monde réel. Voilà la plaque, je fais un zoom dessus. Pour le moment, on a calculé le champ à l'extérieur de cette plaque. On est clairement à l'extérieur de cette plaque. On avait choisi pour ça
une surface de Gauss qui se terminait ici à l'extérieur de la plaque. Mais maintenant, ce que je te propose de faire pour terminer, c'est de calculer le champ ici en un point intérieur à la plaque. Le petit point jaune qui est là, il est intérieur à la plaque. Si je veux calculer le champ à l'intérieur là, ben forcément, je dois choisir la surface de Gauss passant par ce point. Et donc voilà, je vais aller ici, hein, puisque je suis là à l'intérieur, ben il faut que ma surface de Gauss se termine là. C'est ce que je vais donc faire. Je vais m'intéresser maintenant au champ en X ici. X étant plus petit que l'épaisseur demi. Ici, je suis en E demi, puisque l'épaisseur totale, c'est E. Voilà. Bien sûr, pour calculer le champ E de X, ben, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire choisir une surface de Gauss qui respecte la symétrie de ma plaque, hein, c'est-à-dire que je vais venir ici en un point. Hein, je ne vais pas conserver le champ qui est ici, bien sûr, parce que de nouveau, j'aurai deux inconnus. Hein, les deux surfaces de base qui vont apparaître ici, elles porteront chacun des flux différents. J'aurai deux inconnus pour une seule équation, ça ne va pas suffire. Je vais choisir la symétrie. Je vais me mettre ici avec la deuxième surface de base, là. Et là maintenant, je sais que j'ai un champ qui sera le même. Et donc tout le flux qui passe ici à droite, ce sera le même flux qui passe à gauche. Et je pourrais dire que le flux au travers de la surface fermée, ce sera 2 fois le flux qui passe ici à droite. C'est-à-dire la surface de base fois E de X. Alors voilà, ceci c'est la version intuitive, hein, 2 fois le flux que j'ai ici à droite. On pourrait faire ça plus sérieusement, hein, je vais le faire rapidement ici. Je sais que quelquefois les élèves sont un petit peu crispés sur la rigueur mathématique. Hein, tu vas voir qu'on peut faire ça en toute rigueur mathématique pour arriver à ce résultat-ci. Pour ça, je vais donc écrire le champ ici avec son caractère vectoriel. Je sais bien qu'ici en moins x, ce champ vaut moins le champ que j'ai en x. Ils sont bien opposés, ces champs. Hein. Là, il va à droite, là, il va à gauche. Et ils ont le même module puisque je suis dans une situation parfaitement symétrique par rapport à cette distribution de charge. Donc voilà, ça c'est pas bien compliqué jusqu'ici. Alors je vais mettre le caractère vectoriel ici, hein, soyons rigoureux, puisque c'est ce que je te propose de faire. Le champ ici, je peux dire que c'est sa composante en x fois 1x. Il va bien vers la droite, E est bien une composante positive. Ici, je peux dire que c'est moins EX, la composante que j'ai là, fois 1x, puisque c'est le même champ, mais il a juste été renversé. Il est dirigé vers moins 1x. Très clair. Ici, j'ai un vecteur ds que je peux écrire comme ds 1x, alors qu'ici, le vecteur ds, c'est moins ds 1x. Et donc, quand je vais faire le produit scalaire ici, le moins avec le moins va s'en aller. Et j'aurai exactement le même résultat que le produit scalaire que je fais ici. Tout ça pour te dire que ceci est bien juste. Le flux qui passe ici sera bien le même que le flux qui passe au travers de cette surface-là, et je peux bien mettre le facteur 2. Voilà. On peut donc maintenant continuer, puisque j'ai le flux, je peux maintenant passer au deuxième membre de la loi de Gauss avec la charge intérieure. La charge intérieure, regardons-la. Quelle est la charge intérieure à cette surface de Gauss? Là, il faut être prudent, hein, tu dois toujours être très attentif à ça. C'est bien là souvent que se trouvent les pièges, hein, quand on applique la méthode de Gauss. Il faut être attentif. Il faut bien regarder à quelle surface on a affaire. Et si je vois bien à quelle surface j'ai affaire ici, je vois bien à quelle charge j'ai affaire. Là voilà, je l'ai mise en grisé ici. Cette charge-là, ça va être ρ, la densité volumique de charge que j'ai partout, multipliée par le volume enfermé par cette surface de Gauss. Et cette surface de Gauss, qu'est-ce qu'elle a comme volume? Elle a la surface de base ici, fois l'épaisseur. Et l'épaisseur, qu'est-ce que c'est? C'est 2x. Je vais de x ici à moins x là, c'est bien une épaisseur qui est de 2x. 2x fois la surface de base, c'est bien le volume que je mets ici en évidence. Il me suffit de multiplier ça par ρ pour avoir la charge et diviser le tout par epsilon 0 pour avoir le deuxième membre de la loi de Gauss. Voilà la charge, je divise par epsilon 0 pour avoir le deuxième membre de la loi de Gauss que je mets ici face au premier membre qui est le terme de flux. Voilà, et maintenant il me suffit de simplifier l'évidence, hein, les surfaces. La surface de base s'en va, le facteur 2 aussi, ça peut être bien pratique, voilà, le 2 s'en va cette fois-ci. Et je vois que E de x vaut ρ sur epsilon 0 fois x. Et là c'est formidable parce qu'on voit qu'on a eu bien raison de tenir compte du fait que le champ peut dépendre de x. Il ne dépend pas de x à l'extérieur de la plaque, mais au sein de la plaque, il dépend de x, c'est ce que Gauss nous raconte. Voilà, on va donc tenir compte de ça, hein. Ça veut dire qu'en 0, le champ est nul. Est-ce que c'est normal d'avoir un champ nul en 0? Parce que je suis en x égal à 0 ici, ça veut dire que je suis sur l'axe de symétrie de la plaque. Je suis en plein milieu ici d'une grande quantité de charge et j'ai un champ nul. Ben oui, c'est normal, parce qu'au milieu de la plaque ici, je suis dans une situation tout à fait symétrique.
j'ai autant de charges sur la gauche que sur la droite. Les charges de gauche génèrent un champ qui va vers la droite, les charges de droite génèrent un champ qui va vers la gauche, et ces champs s'annulent 2 à 2, bien sûr. Je peux faire la même chose avec des charges qui sont comme ceci, diamétralement opposées par rapport au point de calcul. Ce sera toujours la même chose, ce sont des champs qui s'annulent. Le champ au centre de symétrie ici, sur le plan de symétrie de cette plaque, est tout simplement nul, c'est ça que ça veut dire. E en 0 est nul, ça veut dire que E dans le plan x égale à 0, c'est tout un plan, x égale à 0, c'est le plan YZ ici, sera bien nul. Et ça a tout à fait un sens sur le plan géométrique et physique. Voilà. Et donc voilà, maintenant je peux représenter ce résultat. Je vais mettre les axes ici pour représenter le résultat. La composante du champ électrique dépendant de x, cette fois-ci est une fonction de x en ρ x sur epsilon 0. Et on part de 0 comme je viens de le dire. Et j'arrive ici à une limite, je ne peux pas dépasser E', puisque là j'arrive à l'extérieur de la plaque. Je peux juste me demander ici quelle est la valeur à laquelle je suis arrivé. Juste à la limite de la plaque, quand je suis ici avec mon point, quelle est la valeur du champ? Tu en as sans doute déjà une idée, mais on va vérifier. Si je remplace x par E', l'épaisseur de la plaque moitié, voilà, je vais le faire, x vaut E'. Donc je vais remplacer 0 ici par E' plutôt que 0, donc j'aurai ρ fois E', c'est-à-dire ρ fois E sur 2, epsilon 0. Et le ρ fois E, rappelle-toi, c'est la densité surfacique de charge sigma, et donc je peux l'écrire. Et je vois que j'ai exactement le champ que j'ai à l'extérieur de la plaque. Et donc je peux continuer ici tranquillement avec un champ qui ne dépend plus de x, qui est bien le champ qu'on avait obtenu ici. Ça c'est le champ extérieur, ça c'est le champ intérieur. Voilà, et maintenant je peux aller vers les x négatifs. Quand x est négatif, on voit que le champ est négatif aussi. Alors un champ négatif ça ne veut rien dire, mais c'est la composante en x du champ qui est négative. C'est pourquoi j'ai fait preuve d'un petit peu plus de rigueur ici tout à l'heure, en mettant en évidence le caractère vectoriel du champ. On est avec un E de x ici qui va tout simplement devenir négatif. Et c'est normal puisque de ce côté-ci, le champ regarde vers les x négatifs. Voilà, j'ai bien une composante négative qui va aller jusqu'à moins, bien sûr, sigma sur 2 epsilon 0, que je vais mettre ici, qui est une constante cette fois-ci. Alors le moins sigma sur 2 epsilon 0 que j'ai ici, on ne le retrouve pas ici. C'est plus sigma sur 2 epsilon 0, mais c'est parce que j'ai mis un perpendiculaire. Ce 1 perpendiculaire, c'était le vecteur unitaire, perpendiculaire à la plaque, mais qui s'éloigne de la plaque de ce côté-ci et de ce côté-là. Donc en réalité, de ce côté-ci, ce 1 perpendiculaire, c'est bien moins 1x de ce côté-ci. Le 1 perpendiculaire de ce côté-ci, c'est plus 1x. Je me retrouve bien avec un champ qui va vers la droite et qui est uniforme en dehors de la plaque. Voilà, donc tout est bien cohérent. Ce résultat-ci peut bien être pris. Ce 1 perpendiculaire, il sera des fois nécessaire de bien spécifier ce dont il s'agit. Ici, c'est moins 1x. Ici, c'est plus 1x. Mais voilà, ce résultat-ci est bon. On peut le résumer maintenant en visualisant ici le champ global généré par cette distribution de charge, qui est la distribution de charge de la plaque ici, uniformément chargée. Cette distribution de charge, elle génère un champ qui va d'un côté ici, on part de 0, et le champ augmente linéairement ici, comme on le voit, en module, en tout cas il augmente linéairement, pour devenir constant. Même chose de l'autre côté, avec l'autre direction vers les x positifs ici, puisque la composante en x est positive. Voilà, le champ va grandir depuis 0 jusqu'à devenir constant ici. Et voilà, le champ de la plaque n'a plus de mystère pour toi. On a cette fois-ci donc vu maintenant la sphère avec le champ intérieur à la sphère, extérieur à la sphère, le cylindre avec le champ intérieur au cylindre, extérieur au cylindre, et on a vu maintenant le plan. Voilà, c'est ici que ça va se terminer. En fait, je ne vais pas faire d'autres illustrations de la loi de Gauss. Les autres illustrations, elles te seront données par ton professeur. Tu verras qu'il pourra te mettre au défi. Il va te donner des configurations de charge. Tu vas devoir te débrouiller avec ce que tu as appris ici pour calculer des champs électriques. Tout ce que j'espère t'avoir montré ici, c'est que la loi de Gauss est un outil, un véritable outil de calcul qui permet effectivement de calculer des champs d'objets chargés, pour autant qu'ils présentent une certaine symétrie. Tu verras, tu auras de nombreux exercices comme ça à résoudre avec cet outil mathématique que constitue la méthode de Gauss, que constitue la loi de Gauss. Voilà, c'est ici que se termine cette séquence. Je te remercie pour ton attention et te dis à très bientôt.